Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans F1.4. Aujourd'hui, une interview, mais pas de n'importe qui, une interview d'un des plus grands photographes de mariage de France, j'ai nommé Franck Boutonnet, qui est un photographe qui habite à Lyon, qui a un collectif qui est à Lyon qui s'appelle le collectif Item, et qui est un multi-award winning photographer qui donc a gagné énormément de concours, d'awards, de prix sur tous les plus grands sites de photos de mariage, de photos de reportages de mariage. J'arrête mon blabla et je n'ai plus qu'à dire bonjour Franck. Bonjour, donc je m'appelle Franck Boutonnet, je suis photographe documentaire depuis maintenant une grosse dizaine d'années, j'ai commencé au début des années 2000. Mon activité se divise en trois grandes parties, avec toujours la photographie documentaire au centre, la photographie de reportage, que je fais au sein d'une structure qui s'appelle le collectif Item, que j'ai co-créé en 2001, et dont le centre, je dirais, névralgique est ici à Lyon, où on est aujourd'hui. Également de l'activité mariage, de reportage, et une activité communément appelée le corporate, donc tout ce qui est photographie institutionnelle avec des agences de communication. En termes de revenus, la photographie de mariage, c'est 80% de mes revenus. En termes de temps consacré, je pense que c'est entre 60 et 70%. Et donc le reste se divise donc entre le corporate et mes reportages personnels. Malheureusement, mes reportages personnels, je dirais que c'est peut-être 10% de mon temps, 10 à 15%, ce qui n'est absolument pas le niveau que je souhaiterais idéalement. Mais le mariage reste comme globalement aujourd'hui le cœur de mon activité. J'ai commencé pratiquement au tout début de ma pratique photographique, le mariage est venu, je dirais, dans mon champ d'action, assez logiquement, dans le sens où au départ, donc, je faisais de la photographie de rue, documentaire, voire animalière, j'étais même intéressé par ça au tout début. C'est après que j'ai découvert la photographie documentaire, mais assez rapidement. Et donc quand je me suis lancé dans la photographie, donc j'ai choisi de me reconvertir professionnellement. C'était une période où mes amis d'enfance commençaient à se marier et assez naturellement ils m'ont proposé d'être leur photographe de mariage. Donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement sans y réfléchir trop. Donc ça c'était début des années 2000. Et après j'ai vraiment embrayé beaucoup plus sérieusement avec plus une stratégie et une visée à plus long terme à partir de 2005. Donc on peut dire que ça fait vraiment 8 ans que je suis pleinement dans la photographie de mariage. C'est pas tant en termes de typologie d'image que en termes d'un principe un peu presque philosophique. C'est-à-dire je me dis pas il faut absolument que j'ai ces images-là quand je vais sur un mariage. J'ai pas du tout d'idée préconçue, absolument aucune. À force, par expérience et par goût, j'ai un ensemble d'images, je sais que je vais les avoir parce que je sais que je dois les produire pour mes clients et que je sais les faire. Donc je sais que je vais les produire, ces images-là. Donc, par exemple, des exemples très concrets, des mariés qui rentrent dans l'église, des mariés qui vont échanger les alliances. Bon, je sais que je vais les faire, ces images-là. Il y a des variantes que je vais peut-être improviser sur le moment en fonction de la lumière, de la composition, de l'action des gens, etc. Mais grosso modo, je sais que je vais les faire, ces images-là. Je ne me dis pas à l'avance, tiens, aujourd'hui, je vais chercher cette image-là. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la photographie documentaire, c'est-à-dire sur le vif. Je suis 90% en lumière naturelle, donc je m'adapte à ce que je vois. Et je ne peux pas savoir à l'avance sur quoi je vais tomber. Ni en termes d'action, ni de lumière, ni de moment, ni rien du tout. Donc je me prépare à aller chercher une image nouvelle pour moi. C'est une espèce de challenge que je me fixe, au moins une image que je n'ai pas eue jusqu'à maintenant. Mais je ne peux pas savoir à l'avance à quel moment je vais la voir, cette image, si je vais la voir et à quoi elle va ressembler. Bien entendu, j'ai l'émotion aussi alliée. Je ne vais pas essayer de l'inventer. De l'humour. L'émotion, j'intègre l'humour et la bonne humeur. Parce que souvent, l'émotion, on l'associe un peu négativement par des gens qui pleurent. Mais c'est pas que ça. Une émotion, ça peut être de la joie. Donc effectivement, je suis sensible à ça. Mais je suis sensible à tout en fait. Tout ce qui peut se passer ce jour-là. Donc souvent, on me dit que mes images, bon, elles ne respirent pas toujours la joie. Ni dans les moments que je photographie, ni dans la manière que j'ai de composer et de traiter mes images. C'est vrai, je le revendique. C'est un petit peu aussi ma patte. Mais ça ne veut pas dire que je vais chercher que ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand je suis en face de quelque chose, des fois, j'ai tendance à aller plus chercher ce genre d'image. Donc, à l'avant, je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver. Je ne me dis pas c'est plus de la joie, de l'émotion, etc., positive, négative. C'est vraiment tout ce qui peut se présenter. Par contre, le point commun, c'est que j'essaie vraiment d'avoir les meilleures compositions possibles de chaque moment que je photographie. Donc, c'est quelque chose de très intense pour moi. C'est-à-dire que je me mobilise à tout moment, à chaque instant, sur chaque plan, pour essayer d'avoir la meilleure composition possible. Tu shootes tout seul, tu travailles tout seul ? Alors, oui, par défaut, mais de plus en plus avec des gens. Il y a mon épouse que j'essaie d'emmener dans mon univers de mariage. Elle n'est pas aussi enthousiaste que moi, aussi passionnée, donc elle vient de temps en temps. Et oui, avec des second shooters, souvent des gens qui me sollicitent, ou des gens qui viennent faire des stages au sein de la structure d'Item, et peut-être de plus en plus. Mais alors j'aime bien dans un sens, mais dans un autre sens,
ça me détourne un petit peu de ma mission ce jour-là, qui est quand même de faire mon reportage. Voilà. Donc oui, mais il faut que j'y pense d'une manière où ça soit à la fois favorable pour la personne qui vient m'accompagner, et puis que ça soit pas défavorable pour moi. J'essaie aussi de temps en temps d'accompagner des photographes de mariage. Je vais essayer de plus en plus de faire. L'idée, je pense, c'est d'accompagner des photographes vraiment d'un certain niveau, meilleurs que soi, si c'est possible, pour grandir en fait. C'est vraiment, vraiment. Donc moi, il y a pas mal de photographes dans le monde qui me servent un petit peu de modèle aujourd'hui, ou en tous les cas, avec qui j'apprécierais travailler, qui m'ont déjà proposé de les accompagner. Je trouve pas le temps, mais j'aimerais vraiment. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'exploser, de progresser. Et bien ça a décollé à partir de 2008. Tout de suite, j'ai eu quand même des mariages, donc ça marchait normalement bien. Alors, j'avais pas les mêmes attentes, ni en termes de qualité, de quantité d'images, ni en termes de prix au début, parce que c'était un marché qui était nouveau à la fois pour moi et dans le type d'images que je faisais, nouveau aussi pour le marché de la photographie de mariage et du mariage tout court. Et je dirais décollé à partir de 2008, où là j'ai intégré une structure qui s'appelle la WPGA, qui est une association qui regroupe des photographes de mariage dans le monde entier, une association américaine, WPGA. Et donc qu'on m'a fait connaître l'année d'avant, par le biais d'une photographe amie italienne qui, à un moment donné, je lui ai montré mon travail de photographie de mariage et qui a dit waouh, c'est intéressant, etc. Est-ce que tu connais par hasard cette association? Parce que, grosso modo, la logique de reportage est à peu près la même. Et je ne connaissais pas du tout, donc c'était une découverte. Donc tout de suite, ça m'a servi un petit peu de modèle. J'ai tout de suite décidé d'essayer de l'intégrer. Donc construction d'un site internet, montrer mon boulot, etc. L'année d'après, j'ai été pris et j'ai participé au concours. Et j'ai participé, j'ai gagné. Et j'ai gagné l'année d'après le titre du photographe de l'année. Donc je dirais que ça a vraiment tout de suite boosté mon activité. C'est vrai que ça allait très très vite depuis 2 ou 3 ans là. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas spécialement rendu compte plus que ça. Je me suis rendu compte même, mais très concrète récemment, j'allais sur les sites, là, ISPWP, WPGA, Fearless, et puis je regarde où je suis placé, tout ça. Ça fait bizarre parce que WPGA, du coup, maintenant, je suis relayé très bas et tout ça. Mais comme souvent, je regardais les sites, comme j'étais référencé à un des premiers dans ces groupes et tout ça, puis que j'ai des images récompensées, donc souvent je suis quand même en haut du truc, donc de temps en temps je vais voir, et j'ai pas la réflexe de regarder derrière. Et je me rends compte derrière, on a à peu près maintenant une centaine, et puis c'est juste la face émergée de l'iceberg, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde qui arrive. Le niveau moyen augmente, d'une manière générale, dans le monde de la photographie, avec des gens qui sont très familiarisés avec les nouvelles technologies, les réseaux, etc. Donc ça fait une grosse concurrence, donc ça je le ressens quand même. Les prix moyens, en tout cas pour moi, se tirent vers le bas. Pas mon package à moi, mais je vois que comme les gens, il y a beaucoup d'entrants, on sent que les budgets, ils se rabaissent vers le bas et qu'il y a une grosse masse qui se tourne autour de 1500-2000 euros, où là, il y a énormément de concurrents. Donc je sens que c'est concurrence. Je sens qu'elle impacte négativement, globalement, mais je dirais pas que c'est négatif. En tout cas, aujourd'hui encore, je suis pas du tout aigri. Il y a beaucoup de photographes qui sont aigris, pas du tout, moi. À un moment donné, juste, il faut que je sois bon, en fait, et meilleur, éventuellement, si on peut pas dans ces termes. Donc, c'est un moteur, en fait. Il y a du monde, oblige-toi à être encore meilleur, à penser, voilà, mais pas dans l'aigreur. Parce que je pense que ça, c'est jamais productif sur le long terme. C'est souvent les photographes qui ont des égos vraiment un peu boursouflés, qui deviennent les plus aigris, et ça donne des fois des trucs un peu pathétiques, quoi. Moi, je veux pas être dans cette catégorie-là. Moi, je prends ça comme une obligation que je me donne d'être encore meilleur, et d'être devant, et puis de prendre ce qu'il y a à prendre, en termes d'influence, etc., tout en restant moi-même. Donc oui, il y a beaucoup de concurrence. Le marché est très dur et très tendu. En plus, du point de vue des mariés, des clients, c'est la crise et on le sent. Donc les gens, ils font très attention à leur budget. Donc voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaie de m'orienter de plus en plus vers l'international. Parce qu'à un moment donné, la clientèle que je vis, c'est une clientèle qui est aisée, voire très aisée. Et le système est ainsi fait qu'il y en a quand même de plus en plus au niveau mondial. De gens aisés, il y en a de plus en plus. Donc à un moment donné, les gens se marieront toujours. Il y aura toujours une clientèle aisée qui voyagera pour ça. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie de développer l'international. Alors j'ai du bouche à oreille, je pense comme tout le monde bien sûr, et du bouche à oreille même des années après en fait, qui reviennent. J'ai, je pense, les associations, peut-être moins qu'avant. Avant, beaucoup de choses par WPGA, etc. Je fais partie d'un groupement qui s'appelle Vrai Mariage aussi, un groupement français qui rassemble les 13 photographes, il me semble, français plus un photographe grec aussi, qu'on a rentré il n'y a pas longtemps. Donc ça me rapporte quand même, je pense, un certain volume. J'avoue que j'ai du mal à vraiment quantifier les choses, c'est un petit peu de tout. J'ai remarqué récemment, j'ai beaucoup de... j'ai pas mal de recommandations d'autres photographes de mariage que je connais pas. Comme samedi dernier, là, j'ai une recommandation d'une photographe de mariage que je connais pas, mais qui m'a recommandé. Et ça m'arrive régulièrement, ça. Donc je dirais que c'est un bouquet. C'est des recommandations d'anciens mariés, c'est d'autres photographes, c'est un des groupements dont je suis partie comme Vrai Mariage, les associations, les concours,
Le référencement, alors je le mets en 6e position, ça ne veut pas dire qu'en termes de hiérarchie et d'importance, c'est en 6e position. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, le référencement, c'est primordial, mais ce n'est pas celui qui ramène les prestations toujours les plus intéressantes et les mieux payées. Ça reste quand même le réseau à entretenir. C'est pour ça que, à un moment donné, même ce qu'on fait aujourd'hui, j'essaie d'être dans une position ouverte en fait sur ce que je fais. C'est qu'à un moment donné, tu donnes, à la fois tu as du plaisir à donner, et puis quelque part, peut-être qu'un jour il y aura un retour. Donc pour moi, j'ai cette image d'un grand mur, une maison qui se construit brique après brique. Chaque petite chose peut être une brique. Et tu sais pas la forme finale de la maison. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu mets pas une brique, le mur il va pas se construire. C'est clair qu'on peut pas recevoir si un jour on n'a pas donné. Je veux pas ça spécialement pour recevoir, mais c'est un peu une dialectique. Clairement, on ne reçoit pas de toute manière si on ne donne pas. Donc autant donner et prendre plaisir à donner. Je vais essayer de faciliter plus les choses avec un mariage ou des mariés avec qui je sens que le contact passe mieux. Donc je vais être plus souple dans une offre commerciale ou sur des heures, etc. Parce que j'ai envie d'y aller avec eux. Et je leur dis d'ailleurs, je leur exprime. Et par contre, je dis non régulièrement aussi à des gens. Ça m'arrive. Je les vois ou je sens que ça ne le fait pas. Je dis non parce que je sens intuitivement que ça va mal se passer. Donc oui, parfois, mais peut-être un peu moins qu'avant. Parce que le marché, je pense, est quand même plus tendu. Et je suis quand même, moi, dans ce que je propose, je suis quand même dans une niche où il faut vraiment que je touche des gens qui soient sensibles à la photographie. Beaucoup de gens, en fait, ne vont pas vraiment voir la différence entre ce que je peux faire avec un autre photographe ou un autre photographe avec un autre, etc. Grosso modo, c'est à peu près la même chose pour eux. Et ils ne vont pas faire la distinction entre une très bonne image ou un univers fort, marqué, puis un univers plutôt plus banal, etc. Avec des images plus bateau, plus passe-partout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir cette analyse-là. Par contre, quand ils le voient, et c'est un peu ma clientèle quand même, des gens dans l'audiovisuel ou dans l'image ou des photographes ou des choses, ou dans le graphisme ou dans le cinéma, moi là, ça fit immédiatement en fait. Voilà, je fais une grosse vingtaine de mariages par an. Voilà. Et ma saison s'étale vraiment sur toute l'année, même un peu en hiver, etc. Comme je vais un peu au Moyen-Orient, passer l'hiver, et avec les destination weddings, mariage de destination. Du coup, les saisons, il n'y a plus vraiment de saison, parce qu'on peut être l'été quand c'est l'hiver ici. Donc, j'essaie un peu d'équilibrer toute ma saison comme ça aussi, pour pas avoir quelque chose de trop dense. Pareil. Donc, non pas je choisis mes mariages, mais je choisis aussi mes dates. C'est-à-dire que je m'accorde, là je vais bosser, là je vais éventuellement pas bosser. Comme ça, je me réserve aussi. Si à un moment donné je dis, j'ai envie de bosser, ma saison est faite. Comme en ce moment, pour moi, ma saison elle est faite 2013, mais j'ai encore des demandes. Bon, moi, si ça me donne envie, là je choisis. On revient à ce qu'on disait, c'est choisir. Par exemple, un exemple pour illustrer ça, j'ai un mariage en octobre qui vient de tomber. C'est mon premier mariage d'un couple de même sexe que je vais faire. Donc j'étais assez facilitateur parce que c'est un dimanche, c'est un mariage juif, de confession juive, de gens qui viennent d'une famille traditionnaliste. Et c'est deux femmes qui se marient et qui habitent ensemble depuis 15 ans. Donc c'est quand même assez particulier. Donc là je dirais, ça fait tilt parce que l'approche documentaire est vraiment hyper intéressante pour moi. Ça va être un nouveau type de mariage. Donc là clairement, j'en ai pas besoin, mais je le prends. Et puis elles sont super sympas et je leur fais un prix, etc. Moi, tout l'enjeu pour moi, c'est un positionnement un peu particulier, mais tout l'enjeu pour moi, c'est à la fois, bien sûr, de répondre à une commande, donc de satisfaire mes clients du mieux possible, et encore même de dépasser leurs attentes, ce qui est tout le temps le cas, souvent le cas d'ailleurs, parce qu'entre des belles ou des très belles photos que des gens peuvent voir sur ton site, mais de gens qui ne connaissent pas, et à peu près le même type d'image et d'esthétique, mais avec eux sur les images, ils sont toujours beaucoup plus contents. Première mission, c'est quand même de répondre à ça. Deuxième objectif pour moi, c'est de continuer à travailler sur le très long terme, avec la vision que je peux avoir du mariage, certaines images, etc. Je construis petit à petit une espèce de corpus comme ça sur le très long terme. Et troisième chose, c'est que je veux me libérer du temps pour mes projets personnels, ma famille, enfin plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça. Et donc j'essaie d'avoir une proposition dans mes packages qui à la fois satisfasse pleinement mes clients et qui dans le même temps je m'y retrouve en termes notamment de temps libéré. Et pour moi, aujourd'hui, c'était plus une contre chose des albums. Donc je sais que idéalement c'est quelque chose qui est vraiment chouette pour les mariages parce que c'est ce qui reste, etc. Mais moi, j'arrivais pas à le gérer, j'avais pas beaucoup de plaisir à le faire, donc ça me prenait beaucoup de temps. Donc je l'ai, mais c'est en option, mais je le pousse pas spécialement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très dématérialisé pour moi. Je donne sous forme d'image, donc beaucoup par FTP. J'essaie de dématérialiser aussi un maximum des choses et diaporama également. Mais il y est, mais c'est pas spécialement ça. Les gens, s'ils viennent me prendre, souvent, ils payent déjà cher. C'est vraiment pour le regard que je peux porter, quoi. Pour certaines images un petit peu uniques que je peux éventuellement leur apporter. C'est ça, plus que pour l'album. Et du coup, un petit peu mon marketing, et ce que je mets en avant, c'est ça. Si je mettais en avant l'album et ce produit-là, avec tout l'argumentaire qui tiendrait la route autour, c'est clair que je vendrais des albums. Mais comme au centre de mon projet, c'est la photographie, et pas un produit final,
Mais je me pose des questions parce que je trouve que c'est quand même sympa. Et puis quand j'ai quelques albums des fois entre les mains, je dis ah c'est quand même chouette quoi. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, je veux me libérer du temps. Alors mes packages, ils commencent à 2005 et ça peut aller jusqu'à 5000. Et ça c'est pour la France. À l'étranger, ça commence autour de 3000, 3005, puis ça peut aller assez haut si jamais c'est sur plusieurs jours, etc. Ça c'est sans les déplacements en général et sans les frais d'hébergement. Je vends en heure de présence et je vends un nombre d'images. Donc j'associe les deux. Et donc mon premier package à 2005, je vends à peu près 6 heures de présence. À la fois pour le marché français, avec des clientèles françaises, c'est vraiment un prix entrant pour moi. C'est une stratégie. J'essaie de vendre plus cher, donc en général on prend plus cher. Mais pour les marchés anglo-saxons, c'est intéressant pour eux. Parce que les anglo-saxons qui viennent en France, c'est souvent des mariages intimes. Et dans la culture anglo-saxonne, on passe à table à 6 heures. Donc à un mariage de 15 heures à 21 heures, on a à la fois les préparatifs, une cérémonie, un cocktail et tout ça. Donc ça peut passer. Donc c'est une petite formule, mais qui passe bien. Et après, j'ajuste en fonction du nombre d'heures que j'y passe, du nombre d'images que je livre, s'il y a des frais de déplacement, une séance après, un brunch, etc. Voilà. Puis après, des choses à la carte. Et comme tout le monde, je pense, si à un moment donné, quelqu'un prend vraiment beaucoup de choses, je fais un rabais ou alors je rajoute plus d'heures, ou etc., etc. Puis il y a des choses où on passe du temps pour pas grand-chose à certains moments, surtout le matin et très tôt des fois. C'est important d'avoir ces images-là, mais passer 3 ou 4 heures, au final, on a des images, mais on n'a pas tant que ça, et on est un peu fatigué pour le reste de la journée. Donc je préfère me concentrer sur vraiment le centre névralgique de la journée, les cérémonies, les choses et tout ça, et la soirée. Donc tout ça fait que voilà, moi je choisis aujourd'hui des trucs à la carte à l'heure. Je viens pas de là, c'est pas ce qui m'intéresse, mais pour autant la technique m'intéresse. Il faut la maîtriser, donc j'ai une maîtrise technique de ce que je connais. Mais tout ce qui est lumière artificielle, ajout, ça peut donner des choses très intéressantes. Je m'équipe pour ça, j'ai envie. Et quand je suis pris dans l'énergie du mariage, j'oublie en fait. J'oublie d'essayer d'appliquer des nouvelles choses, etc. Et pourtant, j'ai cette envie. Mais effectivement, donc le flash, c'est assez naturellement sur le sabot ou en décalage, en décentré avec une connexion par onde. Voilà. Ou LED, pardon. De plus en plus avec des LED. Voilà, des LED. Je les utilise dans les moments vraiment où il y a très peu de lumière, voire du noir. Et le peu de lumière que ça m'apporte, avec la technique qu'on nous apporte, les Mark III, les grandes ouvertures des objectifs, si je peux shooter à 5000 à 1/30e, ben voilà, ça m'ira et ce sera impeccable. Et j'arriverai à tirer une image qui correspond à mon univers. Mais pour le coup, j'ai une pleine maîtrise de la direction de ma lumière. Je travaille du coup plutôt sur des ambiances un petit peu nocturnes, denses, comme j'aime. Donc pour moi, c'est idéal. Alors moi, je suis au Mark III aujourd'hui. Donc j'ai une gamme optique qui va du 20 mm jusqu'au 70-200 en passant par un 100 mm macro que j'utilise très peu, un 50 1.8, c'est une catastrophe, mais effectivement il me va parce que j'utilise beaucoup à 2, 2, 2 ou à 8 carrément à l'inverse, et aujourd'hui ça me va, mais je sais que techniquement je sauterai plus. J'ai quoi d'autre? J'ai le 24-70 bien entendu, et puis voilà, donc mais j'utilise principalement, et avant j'étais beaucoup en optique fixe, je vais y repasser. Avant j'étais à peu près à 80% 35 mm. Aujourd'hui je shoot de plus en plus au 50, vraiment. J'aime vraiment bien ce rapport là, mais je pense que je vais passer bientôt au 35 à nouveau. Je pense que 75% de mes photos sont au 35. Je viens vraiment de l'école focale fixe. Je viens de là. À un moment donné, je galérais quand même pas mal à toujours changer mes objectifs, tout ça. Je me dis, je vais passer au zoom. Donc j'ai passé au 24-70. Aujourd'hui j'en reviens parce que techniquement c'est pas bon. Je shoot avec un seul boîtier. Alors peut-être qu'il faudrait que je change ça aussi. Pareil, c'est des habitudes. C'est difficile de changer ses habitudes finalement. Donc je viens de la focale fixe, je suis passé au zoom pour les questions pratiques. Aujourd'hui j'en reviens un peu à la fois pour les questions techniques de rendu, parce que je suis de plus en plus exigeant sur la qualité quand même des optiques, le rendu final. Et puis même au niveau, je dirais, philosophique, quoi. La manière dont on bouge n'est pas du tout la même entre si on a... Et l'anticipation des choses n'est pas la même si on a un zoom entre les mains ou si on a une focale fixe. Donc je pense que de plus en plus je vais revenir à la focale fixe. Idéalement, j'ai deux boîtiers, j'ai une focale fixe avec laquelle je bosse par défaut, c'est celle que j'ai entre les mains. J'ai vraiment le zoom sur la gauche, je suis droitier. Le zoom sur la gauche, éventuellement s'il y a un truc, là j'ai loupé, je peux pas me permettre de louper. C'est une anecdote, j'étais sur un mariage à Paris, un très beau mariage sur l'île Saint-Louis. Et c'était un mariage où il y avait un photographe hyper connu, Peter Turnley. Ils sont deux frères jumeaux, donc c'est des gens, ils ont fait 151 de Time Magazine, enfin bon, vraiment le mec, voilà. Puis il arrive, il dit, présente. Ça fait un peu la pression quand même, tu vois, le mec hyper balèze. Mais je suis content parce que je pense que j'ai fait des meilleures images que lui quand même. J'ai vu. Là, j'ai regardé le boulot après, donc c'était bien, mais je pense quand même que voilà, c'est pas quelqu'un qui habitait au mariage. Et bon. Mais n'empêche, ça mettait un peu de pression. Et à un moment donné, les mariés arrivaient, c'était à l'église, ils allaient sortir de la voiture, il pleuvait énormément, et la mariée du coup attendait jusqu'au dernier moment. Donc il y avait plein
de gouttes sur la vitre. Il sait que c'était joli, mais ça allait vite. Et lui, il avait ses 2 boîtiers. Il était très habitué. Et boum, il a pris le 200, bam, 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 il a shooté un truc. Il est venu me le montrer. Et moi, j'ai pas eu le temps de changer mon optique, donc j'ai loupé l'image. Et ça, je me suis dit, là, j'ai loupé un truc. En plus, il est venu me le montrer. Il dit, salopard, il me fait montrer la pression. Mais c'était un petit peu une petite leçon, quoi. À la fois du destin et par un mec comme ça, qui est quand même un grand monsieur. Voilà, je suis plus à grande ouverture. Et c'est pour ça que j'aimerais monter en gamme. Alors, pas le 1.2 parce qu'il est trop difficile, mais peut-être le 1.4, un bon intermédiaire. Parce que le 1.4 fermé à 1.8, super profondeur de champ, un beau bokeh quand même, qui n'est pas le 1.2, mais quand même. Enfin, j'adore. En ce moment, je suis là-dedans, quoi. J'aime bien créer des effets de couches avec ces sujets qui se détachent comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Non, j'ai un petit sac, j'ai vraiment pas. Mon sac doit peser 11 ou 12 kilos. Et même, je pense que j'aimerais même idéalement un jour aller peut-être qu'au Fuji, 2 optiques. Je pense que c'est totalement faisable de couvrir un mariage avec un boîtier qui tient dans une main et puis 2 optiques. Je pense que c'est faisable. J'aimerais bien me faire ça peut-être un jour si je suis invité en second shooter, juste pour l'exercice. Parce que je pense que c'est totalement possible en fait. Je t'invite sur un même mariage. Ah, bien sûr, j'ai un 2e boîtier, oui. Que j'utilise pas du coup, mais alors que je pourrais. Mais ouais, il est là si jamais, ouais. Parce que ça m'est arrivé malheureusement une fois d'avoir un problème et je m'étais juré, non, on est professionnel, on est payé cher. Il est hors de question qu'un mariage, on ne peut pas accomplir la mission pour laquelle on a été payé par faute de matériel, quoi. Donc oui, j'ai toujours un 2e boîtier. Je vérifie toujours que j'ai toujours les batteries de rechange, qu'il ait fonctionné, qu'elles sont pleines, avant de passer sur un mariage. Je rentre d'un mariage, j'ai toutes mes cartes dans une petite pochette. Je donne des petits trucs, je ne sais pas si ça peut être utile, mais à un moment donné, une petite pochette comme ça, Canon que j'ai vu, un sponsor, voilà, boum. Une carte pleine, elle est retournée. Ça, c'est un copain qui m'avait dit ça une fois. C'est tout bête, mais voilà. Donc quand j'ouvre, elle est retournée, tu la touches pas. Ça me permet dans le rush un peu de jamais me tromper. Donc elle est retournée. Le mariage est fini. Je prends ces cartes, je les donne une par une dans un dossier que j'intitule Brut mariage. Là, j'ai 5 cartes, 5 dossiers. Elles sont downloadées, je les renomme. Après, je procède à l'editing dans Camera Raw. Ça va assez vite. Pour donner un exemple, un mariage à peu près de 4000 images. Pour sélectionner autour de 500 photos, je vais mettre entre 3 et 4 heures. Pour sélectionner mes images, les post-produire dans Camera Raw et après une finition sous Photoshop, les mettre sur une galerie, c'est-à-dire appliquer un script pour les mettre au format et après les downloader sur une galerie sur Internet pour que mes clients puissent y avoir accès. La totalité, c'est une dizaine d'heures. Encore une fois, je suis pas, comme je viens de l'approche photojournalistique et documentaire, j'apporte une post-production à mes images, mais je la pousse pas très très loin. Je ne vais pas dans la manipulation d'image, je ne vais pas dans les effets d'estompage qu'on peut avoir sur la mode, etc. Je n'essaie pas de valoriser mes sujets comme cela. Et comme je connais bien mon univers et ce que j'aime, finalement, je vais assez vite. Ce qui est peut-être le plus long, c'est à la fois les images couleur et noir et blanc, me caler sur certaines images. Et une fois que j'ai à peu près mon calage sur la couleur et le noir et blanc, je repère dans mon flow les images à peu près équivalentes et j'applique des scripts en commun. C'est pour ça que ça me permet d'aller vite. Après, je les reprends une par une. J'ai toujours un petit décalage. Mais grosso modo, du coup, ainsi je suis homogène sur l'ensemble de ma production. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je suis à la prise de vue, déjà je shoot en JPEG, donc je ne suis pas en RAW. Et ça, je le fais pour plusieurs raisons. Et la raison principale, et je sais qu'il y a Daniel Aguilar, j'ai découvert ça cet été à Amsterdam, il shoot de la même manière, c'est presque un principe philosophique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu shootes en JPEG directement, tu te dis, il faut que ça soit blanc tout de suite. Parce que la marge de liberté pour reprendre éventuellement derrière sous le shop, elle est beaucoup plus réduite que si c'était en RAW. Donc je m'interdis de fauter en fait, je m'interdis de faire des erreurs. Donc ça veut dire que je fais mes balances des blancs avec ma charte de grille dans certains moments, je bosse en Kelvin, parce qu'à un moment donné je vois une certaine chose et je veux ce résultat-là, je le veux tout de suite, en termes de lumière, de composition, etc. Donc ça veut dire que mes fichiers, la plupart du temps, ils sont presque exactement comme je le souhaite. Alors bien sûr, des fois c'est pas du tout le cas, bien sûr, peut-être 15 à 20% des images, il faut vraiment une retouche un peu plus poussée. Aller chercher de la lumière dans les hautes lumières, aller en chercher dans les basses lumières. Mais grosso modo, mes cadres, mes compos et la lumière, et même la balance des blancs, je l'ai à la prise de vue. Comme beaucoup de gens, je passe plus de la moitié de mon temps derrière l'ordinateur. Et je n'ai pas été photographe pour ça, mais bon, j'ai pas le choix. Du coup, je pense de plus en plus à trouver quelqu'un en m'associant à d'autres personnes pour avoir un certain volume, pour payer des gens en post-production. Mais ça coûte cher. Une bonne post-production, c'est à peu près 10 € pour une image. Donc on imagine, si jamais je livre 300 images, 3000 €, grosso modo, c'est presque une opération blanche juste sur la post-production, c'est juste pas possible. Donc il faut que je trouve une manière de fonctionner. Peut-être salarier quelqu'un, ça vaut peut-être le coup, quelqu'un d'école, je sais pas. En tout cas, je réfléchis avec d'autres photographes à une configuration qui me permettrait de me libérer du temps. D'ailleurs, c'est souvent, quand je reviens d'un mariage, j'attaque pas tout de suite le gros flow.
Mais je vais les choper, je vais aller voir si l'image que j'ai en tête elle correspond justement à l'idée que j'en faisais, et puis je commence à la traiter parce que c'est un petit plaisir, quoi. C'est un petit bonbon, une petite gourmandise que des fois je m'accorde. Donc c'est vrai que même si à un moment donné je suis traité, je pense que je m'accorderai ce plaisir de traiter les fichiers, surtout noir et blanc d'ailleurs, qui sont mes photos préférées. Ça. Et puis mine de rien, c'est un peu comme la cuisine, on a beau utiliser tous les mêmes logiciels, je pense qu'on me donne le même fichier, le même truc, bah, il n'y a pas le même rendu, quoi. Et même moi, des fois, sur la même image, j'arrive pas à avoir le même rendu. Alors que c'est mon photo, c'est moi qui l'ai fait, j'ai le même logiciel, on n'y arrive pas. Donc c'est quand même aussi une cuisine et qui fait partie de la patte du photographe, quand même. Donc je lâcherai jamais complètement. Mais il faut quand même, je pense, penser à optimiser à certains moments. C'est un mariage à Aix-en-Provence, dans une propriété privée, une belle propriété privée, et tout ça. Et à un moment donné, il y a des gens qui viennent me voir en disant « Ah, t'as vu, il y a Jessica Alba. » Alors Jessica Alba, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi à l'époque, c'est une actrice américaine qui est apparemment très connue. Pour moi, vraiment, je ne la connaissais pas. Vraiment. Donc comme je la connaissais pas, je connaissais pas ce nom. Les gens venaient me voir en disant ça. J'ai cru qu'en fait c'était sur le mode de l'humour. Donc j'ai dit ouais, bien sûr et tout ça. Ouais, ok. Non, tu connais pas Jessica Alba? Ah, c'est une star, on me connaît. En fait, dans ma tête, je me suis dit c'est des gens en fait, ils sont en train de faire un tour à un copain. Genre, tiens, tu le connais pas lui, attends, faut que tu ailles là. Genre, je vais un peu l'emmerder et puis pour le mettre mal à l'aise. Je m'imaginais vraiment que c'était ça. Donc, ça a duré 2 jours de mariage. Donc, elle était là, cette personne-là, très gentille, adorable, très simple. D'ailleurs, c'est celle que, entre guillemets, je trouvais la plus mignonne. Parce que quand même, on est là, on regarde, on est sensible aux belles choses. Du coup, et elle était là, mais habillée très simplement, elle était avec son mari, sa petite fille d'ailleurs. Et comme à aucun moment, je les ai photographiés, mais comme les autres, à aucun moment, ni je suis venu les importuner, ni je les ai plus photographiés ou que les autres. Pourtant, je les ai photographiés. À aucun moment, ils sont venus me voir en me disant attention. Ben, je sais pas, quelqu'un qui est un peu une star, qui est habitué au paparazzi, pas du tout, du tout, du tout. Donc en fait, les 2 jours se sont passés, hyper gentils, on a discuté. La petite fille, elle m'aimait bien, du coup, je l'ai prise sur mes genoux. Enfin, c'était très très sympa, quoi. Marie était hyper gentil, un acteur connu aussi que je connaissais pas. Et le 2e jour, donc le mariage s'est fini. Je pars, je suis à la gare TGV d'Aix-en-Provence, puis là je discute avec des gens. Et puis là, une personne me dit ah, on était au mariage, tatata. Puis il me dit, puis Jessica Alba, puis il me montre là sur internet. Il me dit, mais Jessica Alba, c'est cette actrice, tout ça. Puis là, je vois des photos incroyables, mais c'était une autre personne en fait, parce qu'elle était en robe, genre aux Oscars et tout ça. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour dire que c'était rigolo, quoi. Voilà, j'en ai pas des millions, j'en ai certainement d'autres, mais je la trouve rigolote parce que ça me faisait dire que j'étais quand même bien bidon de pas avoir cette culture. Des films américains et tout ça. Et puis d'un autre côté, c'était bien parce que du coup, la personne, elle a foncièrement senti, je pense que j'étais là pour faire un type de photographie, que j'étais pas intéressé, j'étais pas là pour l'embêter. Et que du coup, ça s'est bien passé. Et pour la petite anecdote pour ce mariage, pour finir, le lendemain ou 2 jours après, dans le magazine People américain, il y avait des photos d'elle sur ce mariage-là. J'ai aucune idée où étaient les photographes. Parce que pour le coup, j'ai aucune idée en fait. Et à l'église notamment, apparemment, je sais pas où ils étaient parce que je les ai pas vus. C'est mettre la photographie au centre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, surtout aujourd'hui, ça revient à ce qu'on disait précédemment, si on veut se distinguer, il faut être bon, voire très bon. En tout cas, il faut prôner l'excellence, d'après moi. Et pour prôner l'excellence, il faut tout de suite mettre la photographie au centre de ses préoccupations. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire beaucoup de photos, ça veut dire se cultiver, aller voir ce que font les autres, aller à des expositions, aller à des festivals. Et je dirais, je ne l'aurais pas dit peut-être il y a 6 mois ou 1 an, mais là, je le comprends après avoir vécu l'expérience un peu fearless de cet été à Amsterdam. Cette manière que les anglo-saxons, notamment les Américains, ont de partager à travers des workshops, etc., je me suis vraiment rendu compte que c'est le meilleur moyen d'apprendre, mais de gagner, surtout de gagner du temps en fait. On gagne du temps. Donc si je donnais quelques conseils, c'est la photographie au centre, faire de la photo, s'ouvrir à tout type de photographie, pas que la photographie image, au contraire, mais tout type de photographie, artistique, contemporaine, plasticienne, paysagère, de reportage, de guerre, intime, tout. Donc aller au contact des expositions, aller au contact même des photographes si c'est possible. Se renseigner, du coup, des tutoriels sur Internet qui existent maintenant, beaucoup de choses sont ouvertes, même s'il faut investir. Pas hésiter à investir dans la mesure de ses moyens, des choses, il faut investir. À un moment donné, on est dans un boulot, il faut qu'on investisse du temps et un peu d'argent. À un moment donné, on n'hésite pas à acheter un Mark II ou un Mark III ou un 50 mm parce qu'on sait qu'on doit le faire. À ce même titre, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, encore une fois à son niveau, à investir dans du temps et dans des workshops ou des conférences où on va entendre des gens qui vont avoir des choses à dire, qui ont envie de dire des choses. Et c'est juste un accélérateur en fait. Après, d'autres conseils, toujours être dans une position où on pense qu'on a à apprendre, en fait, je pense, des choses. Donc ça revient un petit peu au même, être ouvert. Pas penser que si on ne réussit pas, c'est absolument de la faute des autres. Peut-être parfois, mais bon, penser plutôt qu'il y a des choses qui viennent de nous, essayer de s'adapter, mais pas s'oublier non plus. Et pas s'oublier, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter les tendances, mais pas les flatter, pas les copier. Le prendre,
l'incorporer dans sa pratique, mais toujours avec la finalité, son propre regard et sa propre patte. Parce que sinon, c'est des pâles copies. Comme dit, il y a toujours des mauvaises copies. Hein, on peut avoir des influences, on a tous des influences, tous les plus grands ont été influencés, etc. Et quand je dis ça, je pense pas du tout photo, je pense tout type de domaine, scientifique, culturel, artistique, littéraire. Donc voilà, se nourrir, rester ouvert pour le réincorporer dans sa production. Tu fais partie du collectif Item. Il y a d'autres photographes de mariage aussi dedans ou... En fait, non. Alors, occasionnellement, il y a des photographes qui font quelques mariages parfois, mais je dirais que non. La réponse est non, dans le sens où c'est pas du tout ni la source principale de revenus. Peut-être à part un des derniers photographes qu'on a intégré, qui fait régulièrement de la photographie de mariage, mais quand même moins que moi, et dont c'est pas un des objectifs principaux. Voilà. Mais comme la réalité économique est ce qu'elle est aussi, ça fait partie un petit peu des différents modules qu'on a à notre disposition pour gagner notre vie en tant que photographe. Donc j'essaie d'en faire profiter quand les gens au sein du collectif veulent éventuellement faire quelques mariages, mais je dirais que vraiment dans la logique où je suis aujourd'hui, je suis le seul du collectif à être vraiment à fond dans la logique du photographie de mariage. Ok, et qu'est-ce que ça t'apporte en fait ce collectif? Alors le collectif, ça m'apporte tout. C'est-à-dire que c'est avant la photographie de mariage, c'est quand même le collectif qui était là comme projet. Donc il a été créé en septembre 2011, donc là on fête la 12e année. Donc aujourd'hui, 2001, pardon, septembre 2001. Le 12 septembre, le lendemain du 11 septembre. C'est un hasard total. Et ce que ça m'apporte, ça m'apporte tout en fait. C'est-à-dire que moi, j'existe en tant que photographe et j'ai existé en tant que photographe à travers le collectif. C'est-à-dire que j'ai découvert la pratique photographique en 99. Je suis rentré en France, parce qu'à l'époque j'habitais aux États-Unis. J'ai vraiment découvert un monde. J'ai découvert le monde de la photographie, je n'étais pas du tout là-dedans. Et dès que je suis rentré en France, donc je suis venu m'installer à Lyon, j'ai rencontré d'autres photographes qui se sont avérés assez rapidement, des photographes avec qui on a construit Item, donc avec Frédéric Guéral et Bertrand Godillère. Donc au début on était 3. En plus maintenant on est 8 personnes, il me semble, ou même 9, mais à chaque fois j'ai du mal avec les chiffres. On a 6 photographes, on a un graphiste, on a une vidéaste et on a une chargée de projet. Donc c'est une embauche assez récente. Et on a également une activité corporate, donc à destination, comme je disais, des agences de communication, collectivités publiques, où là, en plus de ces photographes-là, on a 2 autres photographes qui sont uniquement dédiés à la photographie institutionnelle. Donc ça me porte tout dans le sens où photographiquement, j'ai grandi avec le collectif. Professionnellement parlant, j'ai grandi avec le collectif. Même personnellement parlant, j'ai grandi. C'était la période 30-40 ans, donc c'est une période quand même charnière dans une vie. On passe de jeune adulte à vraiment adulte, on devient papa, ou en tout cas on devient parent. Donc c'est que le projet du collectif a grandi avec mon projet personnel. Donc pour moi le collectif représente tout, c'est le nerf de la guerre pour moi, c'est mon ADN photographique. Alors mon principal site c'est francboutonnet.com, c'est mon site, il y a le blog, j'essaie de le remettre à jour en ce moment donc il y a pas mal de choses. Ma page Facebook également, Franck Boutonnet, où là je mets mon actualité par rapport au concours. Il y a le collectif Item, donc ma structure c'est collectif Item. Les prochaines actualités, donc il y a au mois d'avril, je pense que je serai très certainement représent à nouveau à Amsterdam pour la conférence Fearless, le 1er et 2 avril 2014, où j'invite fortement tous les photographes en devenir de mariage ou même confirmés à y aller, parce que c'est vraiment, on apprend, c'est vraiment chouette, une belle ambiance, et l'organisation est superbe, on voit des gens qu'on admire, on les côtoie, on peut leur parler, on peut échanger avec eux, tout le monde est très accessible, et on repart hyper reboosté, et on a poussé cette année pour que ça soit au mois d'avril et pas au milieu de l'été, justement pour que ça soit avant la saison, histoire d'être dans les starting blocks et tout ça. Donc ça sera une prochaine activité où physiquement on pourra me voir. Et je vais également organiser, dans le cadre de l'atelier de Item, fin avril également, début mai, un masterclass de 2 jours au sein de la structure Item qui m'accueille, alors même si ma structure, mais l'atelier qui m'accueille pour donner ce masterclass. Eh ben, merci beaucoup. De rien, merci à toi. Et ben voilà. Ok. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Franck Boutonnet, je suis photographe. Petite temps de pause, il y a Romain qui va rentrer. D'accord. Attends, j'y vais. Donc mon activité se divise en 3 grandes parties. Fuck. Non, c'était un ordinateur qui avait de la musique. D'accord, ok. Donc on refait. D'accord, ok. Alors. Et mon activité se déguise, oulala, satisfasse, peut-être on dit. Donc là je suis encore... je suis encore, comment on appelle ça quand on n'a pas bu, sobre. Alors ce qu'elle représente, il y a plusieurs types de... C'est marrant, j'ai du mal à regarder, je vais te regarder que toi. Ouais, regarde que moi. Ok.
Il y aurait plein d'autres choses que je voudrais dire, mais j'essaie Ouais, d'être mais synthétique. je vais synthétiser aussi parce qu'après Ouais. l'épisode il va durer 2 heures. Tu vois. Bonjour, je m'appelle Franck Butonnet. Bonjour. Tu veux le faire? Allez, on y va? On est pas. Ça tourne toujours? Je vais laisser tourner.